Salut YouTube, salut à tous les investisseurs passionnés. Pour reprendre l'activité de cette chaîne et jusqu'à la fin de l'été, je vais vous proposer quasiment une vidéo par jour qui seront toutes issues des lives que j'anime tous les vendredis à 18h30. Si tu n'y es pas passé, je t'invite à nous rejoindre. Je vous souhaite également une excellente vacances pour ceux qui y sont. Et en attendant, c'est parti pour le sujet du jour. On va pouvoir donc faire un petit tour de l'actualité financière. Alors, les premiers sites sur lesquels je vais aller, ça va être donc Investing. On va aller voir justement ce qui s'est passé. Je vous ai dit, première actualité dont j'ai à vous parler, bien évidemment, c'est la Fed, puisque la banque centrale américaine a tout simplement, tiens hop, celui-ci m'intéresse aussi, a tout simplement augmenté ses taux. Vous l'avez peut-être vu, on va aller dans le calendrier économique. Cette semaine, bim, c'était donc mercredi, le voici, je vais augmenter la taille pour que vous puissiez quand même bien voir sur l'écran. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, donc on en avait parlé, j'en ai fait une vidéo cette semaine. En début de semaine, milieu de semaine, je vous ai dit qu'effectivement les taux d'intérêt sont attendus à la hausse. Ça on peut le voir parce que les opérateurs anticipent justement, prédisent entre guillemets une hausse ou une baisse des taux d'intérêt. Et pour le coup, ça a été le cas, puisqu'on était à 1,75 le mois dernier et on est passé à 2,5%. On va retourner sur ce fameux graphique que je prends chaque semaine, mais comme en ce moment on parle beaucoup des taux d'intérêt, eh bien c'est au cœur de l'actualité. Vous avez vu donc la courbe en bleu ici, c'est la Fed. Entre 2020 et 2022, il y avait des taux d'intérêt à 0%. Et maintenant, comme on est à 2,5%, je vais prendre mon crayon. Le graphique n'a pas été encore mis à jour également. Donc la courbe rouge, techniquement, elle est ici. D'accord, elle est juste là. Et la courbe bleue, pour le coup, puisque nous avons eu également l'actualisation des taux d'intérêt, elle se situe logiquement ici. Voilà, 2,5% au milieu de la case entre 2 et le 3%. Donc on est bien, vous voyez, ça c'est la courbe qui serait actualisée sur ce site. On a une augmentation des taux qui est spectaculaire. Et je vous ai même indiqué la semaine dernière et dans la vidéo qu'on pouvait apercevoir que les opérateurs anticipaient des taux pour 2023 compris entre 3 et 3,5%. Ce qui nous mettrait ici les taux par exemple jusqu'à là. Vous voyez un petit peu la courbe, comment elle se redresserait aussitôt, aussi haut, aussi fort. Lorsqu'on a eu justement l'avant-crise 2008, on a eu effectivement, vous voyez, une série d'augmentations des taux, mais qui s'est fait vraiment très progressivement. On avait des hausses de à peu près 0,25, c'est ça. On avait 0,25, 0,25, 0,25, hop, autant pour moi. 0,25, 0,25 à chaque mois, à chaque demi-mois pour les interventions de la Fed. Et là, pour le coup, en plein Covid après Covid, impression d'argent, guerre de Russie, inflation, pénurie, machin, etc. Eh bien effectivement, les taux se sont vraiment brutalement envolés à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on attendrait d'ici 2023. En attendant, on se situe ici pour l'instant. On est quand même plus haut que la hausse des taux pendant le Covid. Et on verra bien si la Banque Centrale Européenne, en rouge ici, va suivre. Parce que c'était ça en fait que tout le monde attendait autour de Christine Lagarde. On attendait que les taux d'intérêt remontent aussi vite, ou en tout cas suivent à peu près les taux américains. Puisque en Europe, c'est nous qui sommes les principaux touchés par rapport à cette guerre, par rapport à l'après-Covid. Les États-Unis, ça commence à venir, on va en parler juste après par rapport à leur PIB justement, mais voilà, cette courbe, elle est à la fois inquiétante et en même temps normale, puisqu'encore une fois, je le répète à chaque live, la seule manière de tuer l'inflation ou de la baisser, c'est d'augmenter les taux, d'accord ? La seule manière de réduire l'accès à l'argent, c'est de freiner l'accès au crédit, et donc on augmente les taux. Et donc c'est ce qui se passe. Pour finir là-dessus, je vais vous montrer, quand vous voulez regarder en fait tout simplement l'anticipation des taux d'intérêt, vous allez sur Investing, je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir, vous allez sur Investing, vous allez tout en bas de la page, vous cliquez sur Fed, et à partir de là, ici, outils de suivi des taux de la Fed. Et vous allez pouvoir avoir accès, hop, je rezoome encore, vous allez pouvoir avoir accès tout simplement au calendrier
des prochaines interventions de la Fed, mais surtout à l'anticipation des taux. Donc on peut voir par exemple, là on peut en parler, hein, la prochaine réunion c'est dans 7 semaines, c'est le 21 septembre, et on peut voir que l'écrasante majorité des opérateurs estiment que 90%, il y a 90% de chance ou mettez ce que vous voulez, on s'en fout, mais c'est vrai que j'aime pas trop parler de chance, surtout quand on parle de marché financier. En tout cas, il y aurait 90% de chance, de probabilité que les taux d'intérêt soient à 2,75 voire 3. Donc on est quasiment, avec une certitude quasiment sûre, qu'on aura au minimum 0,25%. De toute façon, la Banque centrale américaine l'a dit, hein, ils allaient augmenter les taux d'intérêt tout au long de l'année. Et donc quand on a ce genre de situation-là, on ne s'inquiète pas forcément à savoir quand est-ce que les taux vont augmenter, parce qu'on le sait, ça a été communiqué. On va plutôt chercher à savoir, à comprendre à quelle vitesse les taux vont augmenter. Si effectivement les taux augmentent de 1 à 3%, ce qui est extrêmement rare, je pense jamais vu sur l'histoire des marchés, effectivement ça peut faire paniquer beaucoup d'opérateurs parce que ça a un impact beaucoup plus concret. Mais il s'est passé quand même quelque chose également aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, c'est le PIB. Cette semaine, jeudi 28, donc littéralement hier, nous avons eu la donnée sur le PIB américain. Et alors cette donnée-là, elle est extrêmement importante parce que d'un point de vue théorique, hein, sur le papier, on indique qu'une récession arrive dans un pays lorsque, écoutez bien, les 2 trimestres derniers sur le PIB ont été négatifs. Donc par exemple, vous avez janvier, février, mars, le premier trimestre de l'année, le PIB est à moins 0,1, d'accord ? Le deuxième trimestre, s'il est toujours à moins 1 ou moins 0,5, etc., eh bien, vous êtes techniquement dans une récession. Alors c'est pas une récession confirmée, évidemment, une récession, c'est vraiment tout un ensemble d'éléments, mais les économistes ont cette simplification de la récession en disant, le PIB, en gros la croissance diminue depuis 2 trimestres, donc techniquement des zones de récession. Alors récession, ça veut tout et rien dire. Récession, ça peut être quelque chose de passager, comme on a eu pendant le Covid. Le PIB était en récession pendant le Covid et il s'est tout de suite rattrapé. Par contre, le PIB était en récession pendant la crise des subprimes en 2008, et ça s'est complètement aggravé. Donc ça veut pas nécessairement dire que c'est bon, c'est la fin du monde, c'est la crise économique. Ça veut simplement dire que on est en récession à partir du moment où la croissance sur les 2 trimestres diminue. Et donc, ça impacte évidemment tous les secteurs. Donc on regarde ici, États-Unis produit intérieur brut, et donc ce trimestre-là, juste ici, alors il faut bien prendre en compte que ce PIB là, alors je vais peut-être retrouver un PIB à côté parce que celui-ci c'est le intertrimestriel, donc il va pas nous donner le PIB trimestriel à chaque fois, malheureusement des fois c'est un peu mal foutu sur Investing. PIB trimestriel US, je vais vous retrouver ça, j'avais retrouvé un site, voilà, j'avais retrouvé ce site là qui était super intéressant, vachement bien, que je vais vous montrer à l'instant. Donc ce graphique là, vous le voyez ici, ce graphique-là, il retrace donc le PIB trimestriel. On peut le voir dans l'historique, hein. Bon, ça sert à rien de revenir dans l'historique juste en 1947, ça servira pas à grand chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir sur les 10 dernières années, ou même un petit peu plus avec justement la crise de 2008. Donc vous voyez par exemple ici, moi ce que j'aime beaucoup faire quand je regarde des données, j'aime énormément regarder justement l'historique et voir comment se sont comportés les différentes macros. Là en l'occurrence, donc on est sur le PIB, on peut voir qu'effectivement on a bien eu une confirmation de récession. Donc la dernière fois qu'on a vraiment une récession, ça a été donc en septembre 2008, et donc ça a donné naissance à toute la crise 2008-2009, ça je pense que vous le savez très bien, et donc je vous parlais tout à l'heure qu'on a eu un PIB en récession pendant le Covid, mars et juin 2020, mais encore une fois ça n'a pas suffi puisque le PIB a explosé par la suite. On a fait du confinement, déconfinement, comme on a eu beaucoup d'argent en circulation, du coup tout le monde pouvait consommer à volonté, donc on va dire que cette période-là de Covid, de toute façon, même d'ici 10-20 ans, cette période de Covid, elle sera jamais vue comme une période normale. On a vraiment eu quelque chose, on a eu un événement qui est complètement aléatoire, on a eu un événement qui n'avait jamais été prévu jusqu'ici en bourse, et donc effectivement on ne peut pas comparer
le PIB pendant le Covid et le PIB pendant la crise Internet, la bulle Internet, pendant la crise immobilière, c'est complètement incomparable. Moi j'ai l'habitude de dire que pendant le Covid, on a eu plutôt un flash crash plutôt qu'un crash boursier, puisqu'un crash boursier ça met 1-2 ans à se faire, un flash crash c'est un marché qui d'un coup devient très émotionnel, on a une disparité de l'argent, les capitaux partent et reviennent aussitôt. Et comme les banques centrales ont énormément imprimé, 80% des dollars ont été imprimés pendant le Covid, bah forcément les données qu'on aura en 2020 seront toujours à prendre avec le contexte, d'accord ? Ça sera jamais vraiment une donnée très concrète par rapport à la lecture d'un crash boursier. Quoi qu'il en soit, même pendant effectivement la bulle Internet, vous voyez qu'on n'a pas eu réellement, je peux pas malheureusement zoomer beaucoup plus que cela, pendant la bulle Internet, vous voyez qu'on était en 2000, c'était où ? C'était ici 2001, vous voyez que même pendant la crise Internet, on n'a même pas eu de PIB qui a annoncé 2 trimestres consécutifs en négatif, même pendant le crash 2000-2001, ça n'a pas été le cas également. Évidemment, ça a été confirmé dans l'historique, mais c'est des crashs qui datent de 1950, les crashs de 1970 sur les crises pétrolières, etc. Donc c'est pas non plus également des données qui vont nous intéresser, parce qu'encore une fois, tout a tellement changé aujourd'hui dans notre monde, d'un point de vue économique, d'un point de vue tout, mais quand là on parle de finance, on parle de bourse, tout a vraiment drastiquement changé. En 1950, vous n'aviez pas des banques centrales qui imprimaient les billets à volonté pour aider les marchés financiers, ça n'existait pas. Il a fallu effectivement attendre un bon nombre d'années pour que les banques centrales jouent un rôle aussi important dans notre économie et qu'elles fassent littéralement la pluie et le beau temps. Et donc là, maintenant, effectivement, on peut plus comparer ce qu'on avait avant, même si on peut comparer quand même les comportements des opérateurs, on peut comparer les comportements des investisseurs. Donc le PIB, en théorie, nous indique une récession aux États-Unis. Si le PIB du 3e trimestre de cette année va nous indiquer également qu'on est en négatif, là, ça risquerait de faire très mal. Et moi, c'est ce que je comprends pas, en toute honnêteté. Je vous le dis, après, bien sûr, j'ai mes théories, je vais vous l'expliquer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que même quand on a un PIB qui indique une récession, des taux d'intérêt qui augmentent bien plus vite que prévu, parce que l'inflation, elle est incontrôlable, elle est vraiment ingérable, cette inflation, bah même malgré ça, on a des marchés qui ne font que monter. Là, dernièrement, depuis 1 à 2 semaines, on ne fait que monter. On a l'impression que on a des opérateurs qui savent absolument plus quoi faire. On a l'impression qu'on sait tellement plus quoi faire que je vais peut-être retrouver aussi d'autres éléments. Donc ça sera pour tout à l'heure. On a l'impression qu'on a des opérateurs qui savent plus quoi faire. Ils ont tellement d'argent à disposition avec le Covid, etc., qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Il n'y a aucune raison pour vous dire que les marchés vont se reprendre. On a des pénuries qui arrivent sur pas mal de produits alimentaires. On a beaucoup de jours de problèmes avec la Russie, avec l'Ukraine. On a l'euro qui est au plus bas de sa forme, et vraiment l'euro c'est du grand n'importe quoi. Les États-Unis qui rentrent en récession, le dollar qui est tellement haut, qui va coûter tellement cher que les autres pays du monde ne vont plus pouvoir commencer à acheter de dollars. On est vraiment dans une situation où c'est la merde totale, et pourtant, les marchés continuent d'augmenter. Et donc je vais vous donner ma théorie à moi, et c'est bien évidemment ma vision des choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de cash détenu par les investisseurs qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi en faire. Je vais vous montrer un graphique. Ce graphique-là, je l'ai trouvé en regardant une superbe vidéo d'un analyste financier assez réputé sur Internet qui s'appelle Vincent Gann. Peut-être que vous connaissez. Je suis tombé donc sur cet article-là qui nous montre en fait concrètement la part de cash qui est détenue par les opérateurs. Et donc ce graphique, effectivement, nous montre que il y a moins 60% ici d'argent mis sur les marchés de la part des opérateurs. Donc le fait est qu'en fait, les 60% des investissements des opérateurs ne sont plus aujourd'hui sur les marchés, mais sont en cash. Bah, au bout d'un moment, quand vous avez trop de cash, vous êtes obligé de le placer. Vous êtes obligé de mettre votre bille quelque part. Et je pense, et c'est ma théorie, c'est qu'aujourd'hui,
On est dans un système où il n'y a absolument pas d'autre alternative, parce que les matières premières n'augmentent pas, parce que l'or n'augmente pas non plus, parce que le forex, donc les monnaies, n'augmentent pas non plus, il n'y a que le dollar qui augmente. Donc en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est juste dans un marché où on ne peut rien faire d'autre qu'acheter toujours des actions, et en particulier les actions technologiques. Quand on a trop de cash, il faut le dépenser. Et quand vous êtes vous êtes forcé à dépenser de l'argent, il faut bien le mettre quelque part. Et donc moi je pense sincèrement que la hausse elle est pour l'instant temporaire. Je pense qu'on va très rapidement aussi rebaisser, très rapidement, à horizon 1, 2, 3 mois bien sûr, c'est pas horizon 1 ou 2 jours, mais je pense qu'en attendant que certains gros opérateurs se placent sur les marchés, on risquerait d'avoir des petites hausses encore tout au long de la semaine, mais à mon avis, encore une fois, le moment où on sera toujours sur un marché qui sera surévalué et qu'on aura encore des mauvaises nouvelles, notamment la mauvaise nouvelle qu'on attend le plus, ça va être la prochaine donnée sur l'inflation, logique, parce que si l'inflation est encore plus élevée que celle du mois dernier, ça voudra bien dire que même les taux d'intérêt court terme qu'on est en train d'augmenter, ça ne suffit pas pour calmer les choses. Et à ce moment-là, très clairement, pour moi, on va retourner dans un marché baissier. Donc je suis assez surpris en toute honnêteté, j'ai pas de réponse à 100%, évidemment, je regarde comme vous les marchés, j'ai un peu de connaissances, j'ai de l'expérience, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin, je vous le dis tout le temps, à la fin, c'est toujours les marchés financiers qui ont raison. C'est tout le temps les marchés qui ont raison. Donc j'aurais beau penser, moi, qu'on va toujours baisser, si je vends le marché tout de suite, si le marché a envie de monter, il monte. Et c'est moi qui aura perdu, en fait, j'aurais pas raison. Donc il faut rester le plus humble possible sur les marchés. Vous avez un plan, vous avez un scénario, respectez-le, mais n'essayez pas de forcer les choses, parce que si vous essayez de forcer, vous allez vous faire démonter. On a une très très belle résistance qui nous attend juste ici, donc j'aimerais bien voir justement cette semaine, est-ce que cette résistance va être cassée, ou au contraire, est-ce qu'on reprend de la force pour repartir à la baisse. Moi j'ai bien envie de voir la réaction sur les 4170, parce qu'à mon avis ici, il va se passer des choses. Voilà, je pense sincèrement qu'il va se passer des choses, on a pas mal de volume également autour de cette zone, donc on verra et on en reparlera donc vendredi prochain. En tout cas, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on reste surpris de ce qui se passe. On a un peu les pieds entre deux chaises, c'est-à-dire que d'un côté on nous parle de récession, on parle effectivement de crash boursier, de ceci, de cela, et puis de l'autre, les marchés continuent à monter, il n'y a pas trop d'inquiétude. On a l'impression que les marchés sont pas très inquiets, ils sont quand même tranquilles, ils sont cool, c'est les vacances, c'est l'été, on s'en fout. C'est vraiment une impression, hein. Et quand j'ai cette impression-là, j'aime bien regarder encore une fois dans les événements passés, et j'aime surtout bien regarder la crise de 2008. Parce que c'est la dernière crise, évidemment, et c'est une crise structurelle qui a fait tomber, écrouler tout un système entier à cause de certaines personnes dans les banques qui ont créé, je rappelle, les subprimes, c'est la faute principalement des banques qui ont créé des sortes de crédits poisonneux pour pouvoir justement arnaquer un tas d'Américains. Ici, voilà, cette baisse du crash de 2008, regardez justement comment, encore une fois, il s'est fait ce crash. Donc on a eu 57% de baisse au total, quasiment 58%, mais regardez encore une fois comment il se construit. Je vais prendre encore une fois mon crayon, et quand on regarde en fait comment il s'est construit, une nouvelle fois, donc on voit qu'ici on a une période de latéralisation. On voit que pour l'instant on consolide, le marché à cette époque-là avait des taux d'intérêt jusqu'à 6%, c'était énorme, les taux d'intérêt étaient monstrueux, donc au bout d'un moment, quand les taux d'intérêt sont monstrueux, les banques ne peuvent moins prêter, les entreprises peuvent moins prêter, elles peuvent moins emprunter, puisque du coup c'est trop cher. Si elles peuvent moins emprunter, elles peuvent moins produire, elles peuvent moins faire levier sur leurs produits, leurs services, etc. Et c'est là qu'on a commencé à amorcer une phase de baisse. Mais même cette phase de baisse-là, regardez bien, on a une phase de baisse qui a quand même assez fait peur. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en ce moment sur le S&P. On a une très grosse baisse assez violente. Là, on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis on a une hausse soudaine qui a duré à peu près, je dirais, 1 mois à 2 mois. Peut-être une reprise en pensant que beaucoup d'opérateurs se disent, tiens, en fait, c'est pas tant que ça. Comme les taux d'intérêt étaient très hauts, on va voir que l'inflation va baisser et donc c'est tranquille. Et jusqu'au moment où, effectivement, on a eu un enchaînement de mauvaises nouvelles
Et c'est là que toutes les banques ont commencé à reprendre les maisons qu'elles ont prêtées, c'est là que ça a commencé à être la merde partout, et même malgré le fait que les taux d'intérêt sont repartis à la baisse très vite, et bien même ça, ouais, le graphique s'est littéralement effondré par la suite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'on voit un graphique en 3 temps. Un premier temps de consolidation, un deuxième temps d'hésitation, on fait des feintes, des petites feintes à gauche, des petites feintes à droite, un coup on baisse, un coup on remonte. Vous voyez ici on casse le dernier plus bas, quand on casse le dernier plus bas en général ça veut dire quand même quelque chose d'assez fort, et pourtant on casse le plus bas, aussitôt on casse le plus bas, on remonte. On remonte, la période d'hésitation, et là, je dirais même la période de vérité, la période véritable, où là effectivement tous les opérateurs se cassent du marché. Quand vous voyez ça, ça veut dire que tous les opérateurs se barrent du marché. Ils se cassent, ils prennent leur argent, ils revendent leur position, ciao, bonsoir, je pars en vacances, et on oublie. D'accord ? Et donc ces graphiques-là, je trouve qu'il est quand même plutôt bien ressemblant à ce qu'on a aujourd'hui. Si je reprends exactement ce qu'on a aujourd'hui, grosse période de hausse, période de consolidation. Ici, on a l'air d'être dans une période justement d'hésitation. On remonte un peu, vous voyez, on a cassé le dernier plus bas, accélération à la baisse. Aussitôt on accélère à la baisse, aussitôt on remonte. On remonte ici. Donc là, je pense qu'on est toujours dans une période d'hésitation. Je doute très fortement qu'on ait retourné chercher les plus hauts historiques. Honnêtement, ça serait complètement loufoque d'avoir ce genre de scénario. Mais encore une fois, et c'est toujours ça le plus important, j'ai beau penser non, à la fin de l'histoire, les marchés ont toujours raison. Et donc moi je suis qu'un investisseur, je suis qu'une personne avec des yeux, avec un cerveau qui regarde et qui a un avis. Mais à la fin de l'histoire, les marchés ont toujours raison. Donc je trouve qu'on est vraiment encore une fois dans un cadre assez similaire à 2008, consolidation, hésitation. Donc qui dit hésitation pour l'instant, dit qu'il n'y a aucune raison qu'on ne monte pas, il n'y a aucune raison qu'on ne baisse pas. On est dans une période pour l'instant où on va avoir de la volatilité. De la volatilité, de l'hésitation, de la consolidation, encore une fois. Donc c'est encore bien trop tôt pour vraiment parler du crash. Quand on parle de crash boursier, etc., c'est encore trop tôt. C'est encore beaucoup trop tôt. On est quand même sur des niveaux, pour l'instant, qui sont assez solides. Moi, ça fait depuis un bon moment que je dis que, effectivement, le niveau qui pourrait être très facilement atteignable, c'est le niveau d'avant Covid, à 3400 points. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, j'estime que quand on est dans un marché qui a fortement augmenté sur rien, sur du vent, c'est-à-dire qu'encore une fois, les marchés ont augmenté, ils ont été stimulés parce que les banques centrales ont imprimé beaucoup d'argent. Maintenant que les banques centrales n'aident plus les marchés avec de l'argent, maintenant les marchés sont censés être autonomes. Et pour moi, quand on est dans un marché, dans une bulle, on est censé revenir toujours à des prix de marché. Donc des prix de marché, c'est des prix plus justes. Et les prix de marché, le premier prix de marché que je vois, c'est le prix de marché avant le Covid, avant toute la hausse qu'on a eue pendant le Covid. Et donc la hausse le plus haut qu'on a eu pendant le Covid, c'est bien 3400 points sur le S&P 500. Donc je pense très facilement qu'on va aller les chercher. Quand ça, là-dessus, je ne sais pas évidemment, mais 3400 points, ça nous laisse encore de la marge. C'est à peu près 15 à 17% plus bas que le niveau actuel. On a failli y aller il n'y a pas très longtemps, puisqu'on était au plus bas à 3636, on était à seulement 7% des 3400, mais encore une fois, un prix de marché, c'est essentiel d'y revenir, et donc 3400 points, pour moi, ça va être ma première cible. Ça ne sera pas ma seule cible, mais ça sera très clairement ma première cible sur le SP.